Bienvenue au club. Cinq, 4, 3, 2, 1. Bonjour, je suis Jerry Anderson. En le voyant comme ça, on dirait un monsieur bien tranquille, mais Jerry Anderson, c'est le créateur des séries mythiques comme les Thunderbirds ou Cosmos 1999. L'équipe de Série Club a fait le voyage à Londres. Pour le rencontrer, il nous a reçus à Pinewood Studios, un lieu chargé d'histoire. C'est au studio de Pinewood que quelques-unes des plus grandes productions anglaises ont été tournées. Au fil des années, de très nombreuses stars sont venues travailler ici. C'est le genre d'endroit dans lequel on ne peut pas venir sans se sentir fier de la production anglaise. Et c'est ici également que la plupart des séries de Jerry Anderson ont été tournées. Ensemble, nous avons parlé des messages qu'il a voulu faire passer et aussi de ceux qui ont travaillé avec lui. Bonjour. Bonjour. Nous avons évoqué ses succès, ses personnages, ses projets, ses meilleurs souvenirs, enfin de tout ce qui a fait en 40 ans la légende Jerry Anderson. Now on Série Club. Vous êtes prête, Vénus? Je suis prête, Steve. Bien. Allons-y. Et c'est parti pour l'une des aventures les plus extraordinaires de l'histoire de la télé, celle de Jerry Anderson, un pionnier de la science-fiction, la fierté nationale de la télé britannique. Au total, 16 séries, 40 ans de carrière, des millions de dollars dépensés et gagnés, des fan clubs partout dans le monde, c'est ça, la magie Jerry Anderson. Pourtant, les débuts furent laborieux. Au milieu des années 50, c'est pour des raisons bassement matérielles que Jerry produit quelques séries pour enfants. Ce n'est finalement qu'en 1961 qu'il a l'idée de faire quitter à ses marionnettes leur univers un peu neuneux et qu'il imagine Supercar, un véhicule tout plein de gadgets futuristes capable de passer les doigts dans le nez des cieux au fond sous-marin. Très frime, Supercar est aussi l'arme absolue qui permet à son pilote, Mike Mercury, de ridiculiser des méchants qui à la base étaient déjà mal partis. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, grand Ménélas? Dites-le moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai eu le temps de rien voir. Impossible. Comment voulez-vous que je sache ce qui s'est passé? Ce qui s'était passé, c'est que Jerry avait désormais trouvé sa voie et qu'il a enchaîné illico sur une seconde série de science-fiction, Fireball XL5, l'histoire d'une fusée pilotée par le valeureux Steve Zodiac, une sorte de super flic de l'espace très compétent, mais qui aurait tendance à se répéter un peu parfois. Vous êtes prête, Vénus? Oui, je suis prête, Steve. Alors allons-y. On peut, sans trahir un secret, révéler que la relation restera platonique. Mais pour Jerry, c'est le début de la gloire mondiale. Supercar et Fireball XL5 avaient une chose en commun. Les deux séries se sont magnifiquement vendues aux États-Unis. Fireball XL5 a été diffusé sur la chaîne NBC. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès au réseau américain. Mais à l'époque, c'était presque impossible. Celui qui finançait ces séries, Lou Grade, était tellement content de mes productions qu'un jour, je suis entré dans son bureau et il m'a dit « Jerry, je vais racheter ta maison de production ». Et là, ça a été le début de notre grande époque. On a déménagé dans de nouveaux studios et on a fait une série appelée Stingray. Stingray, donc, c'est l'histoire d'un sous-marin qui a pour mission de surveiller les fonds marins, particulièrement malfamés en 2065. Pour la télé britannique, c'est la première série en couleur. Et pour Jerry Anderson, c'est un tournant. Les personnages sont de plus en plus travaillés et les décors commencent à flirter avec la perfection. Mais c'est en 1965 que Jerry atteint vraiment le sommet de son art. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis.
Pour les Thunderbirds, les sentinelles de l'air en français dans le texte, Gerry Anderson imagine l'histoire d'une famille plutôt du genre concernée par les problèmes des autres, les Tracy. Ils ont fondé une organisation, la Sécurité Internationale, et se sont assez sérieusement équipés question véhicule d'intervention. Le centre névralgique de tout le système, c'est le vaisseau numéro 5. Là où parviennent les appels de détresse, tous plus angoissés et urgentissimes les uns que les autres. Et là, les 5 fils Tracy, toujours motivés, se mobilisent avec un ensemble touchant. J'appelle la sécurité internationale. Répondez, j'appelle la sécurité internationale. Sécurité internationale, la station atomique Sahara. Nous avons reçu votre appel de détresse. Voilà la situation, papa. Si le réacteur explose, la radioactivité va s'étendre sur le continent africain. Appelle les autres sans tarder, John. Dis-leur de se tenir prêt à intervenir. J'ai entendu un appel. De quoi s'agit-il, papa? Un réacteur nucléaire risque d'exploser au Sahara. Il se pourrait qu'il y ait eu sabotage. John va étudier les détails et te donnera les coordonnées dès que tu seras prêt. Allez, va vite, nous avons très peu de temps. Je vais me préparer. L'idée m'est venue un jour alors que j'étais en voiture. J'écoutais la radio et il parlait d'un accident dans une mine en Allemagne. Des mineurs étaient bloqués sous terre et régulièrement les bulletins parlaient de l'équipement de secours qu'on acheminait sur place. Ils ont fini par être sauvés. Et je me suis dit, il faudrait que tous ces équipements puissent être centralisés quelque part en Europe. On pourrait les mobiliser plus vite. Et quand Lou Grade, qui à présent finançait toutes mes séries, m'a demandé « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» J'ai repensé à cet accident et j'ai eu l'idée de le transposer dans le monde de la science-fiction. C'est comme ça que ça a commencé. Quant au nom de la série, Thunderbirds, c'était celui d'une unité de la Royal Air Force dans laquelle avait servi le frère de Gerry Anderson. La série était tournée en 35 mm et chaque épisode durait 1 heure au lieu de 30 minutes pour les séries précédentes. Les budgets étaient colossaux, plus de 20 000 livres par épisode, et le public a tout de suite adoré partout dans le monde. Mais au bout de 2 saisons, Lou Grade décide de tout arrêter. D'après lui, le public pourrait finir par se lasser et il faut tout de suite trouver quelque chose de nouveau. Et Gerry Anderson, qui n'a pas franchement le choix, enquille 3 autres séries en 3 ans, successivement et sans reprendre son souffle: Capitaine Scarlett, Joey 90 et Service secret. Mais Gerry, qui n'avait jamais adoré les marionnettes, ne peut plus les voir en peinture et trouve qu'il serait temps de passer un peu à autre chose. En fait, il a toujours rêvé de tourner avec de vrais acteurs. Tout vient à point à qui sait attendre. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Et c'est enfin au bout de 20 ans que Gerry finit par atteindre son but. J'enchaînais les séries de marionnettes sans arrêt. Beaucoup de chaînes les rediffusaient. Elle les repassait régulièrement tous les 3 ans. Je finissais par être un peu noyé sous ma propre production. Et enfin est arrivé le jour béni où Lou Grade m'a dit « Ça y est, tu peux enfin passer aux séries en acteur réel ». C'est donc avec un enthousiasme non dissimulé qu'il attaque enfin le tournage de sa première série avec de vrais comédiens, UFO. L'histoire se passe en 1985 et à cette époque, les extraterrestres ont clairement annoncé la couleur aux terriens. C'est la guerre. Il va donc falloir organiser la riposte, ce qui, chez les Anderson, suppose toujours la mise en place d'une organisation ultra secrète dirigée de main de maître par le commandant Stryker, un vrai meneur d'hommes, malgré ses choix capillaires discutables. Au bout de 2 ans, l'inépuisable Lou Grade est à nouveau saisi d'une brillante idée. Une série complètement différente, un scénario qu'il a imaginé lui-même, un trio composé d'un détective anglais, un penseur français et une très sexy comtesse italienne. La série s'appelle Poigne de fer et séduction. C'est plein d'action, de vie, de castagne et de méchants qui perdent à la fin. Mais ça manque clairement de fusées spatio-temporelles, de rayons laser et d'aliens couleur cacadois. Et Gerry, dès qu'il le peut, s'en retourne à ses premières amours, la science-fiction. Il tourne Cosmos 1999, la première série qui se passe exclusivement sur la Lune, dans une base où vit une communauté scientifique qui perd dès le premier épisode tout contact avec la Terre. Le sujet de ce space opéra, ce sont les rapports humains, pas toujours évidents quand on est condamné à vivre en huis clos sur cette Lune devenue le dépotoir de la Terre. À la tête de cette communauté, Barbara Bain et Martin Landau, qui avaient conquis leur galon de star mondiale avec Mission Impossible. Cosmos 1999, c'est un genre de condensé de l'univers de Gerry Anderson. Philosophie,
mystère et surtout c'est totalement original par rapport à toutes les autres séries de science-fiction. Là aussi, les budgets colossaux ont permis à toute l'équipe de travailler dans de très bonnes conditions et là encore, le succès dans le monde a été immédiat et total. Mais à la fin de la première saison, Jerry se sépare de sa femme, Sylvia. L'ambiance dans Cosmos change totalement, puis la production s'arrête définitivement. Jerry tente de produire en solo quelques séries qui ne connaîtront pas beaucoup de succès, Terrahawks et Dick Spanner. Mais sans se laisser abattre par ses échecs, Jerry, à la fin des années 80, se lance dans une nouvelle aventure et imagine une série de science-fiction encore plus folle. Space Precinct, c'est l'histoire d'une équipe de flics terriens qui, au lieu de compter leurs points de retraite, ont décidé de demander leur mutation sur la planète Alter, où ils collaborent avec les forces de l'ordre local. Pour l'instant, c'est encore inédit en France, mais ça devrait cartonner, d'autant que Jerry a ajouté un élément fondamental, des scènes d'amour. Mais à part ça, il est resté fidèle à son univers. Pour vous faire découvrir la richesse de cet univers, nous vous proposerons tout au long de cette émission des extraits des meilleures séries de Jerry Anderson. Dans cet épisode des Thunderbirds, Terreur sur New York, les Tracy doivent sauver 2 malheureux bloqués sous terre. En fait, la même histoire que celle entendue à la radio par Jerry, le fameux jour où il a eu l'idée de créer la série. Calme-toi, Joe. Les gens là-haut connaissent leur affaire, tu sais. On va s'en sortir. Le niveau monte toujours, Ned? Oui, hélas. Nous serons noyés à 9h. 9h. Gordon va donc arriver 1 heure trop tard. On est en train de leur passer les respirateurs. Quelle est la durée des bouteilles d'air? 2 heures. Ça nous laisse juste 1 heure pour finir les recherches. Il ne faudra pas perdre notre temps. Il nous reste seulement 5 heures. On ne peut vraiment pas augmenter la vitesse, commandant? Impossible. Nous risquerions de tomber en panne. Hé, là-haut, l'eau monte de plus en plus vite. Il nous reste à peine 2 heures maintenant. 2 petites heures. Ne mettez pas vos appareils avant que ces 2 heures soient passées. Ah, bien sûr, nous les gardons. Pas la peine de gaspiller notre oxygène. D'accord, Ned. Ne vous découragez pas. Tout ira très bien, compris? Nous devons mettre nos appareils. L'eau monte encore. Essayez de tenir encore. Le plus petit atome d'air restant dans les bouteilles peut vous sauver la vie, ne l'oubliez pas. Joe ne peut plus tenir du tout. L'eau glacée l'a presque paralysé. Nous ne pouvons plus tenir. L'eau nous arrive à la bouche. Mettez vos masques, vite, Ned, mettez les masques. Ned, est-ce que vous m'entendez? Ned, répondez. Oui, j'entends. Ça va bien. Nous avons les masques. Nous sommes assis au fond du trou. Nous attendons, on ne peut rien faire d'autre. Nous ralentissons. Mais que se passe-t-il? Nous arrivons aux limites de la zone côtière. Le trafic sur l'Hudson est très important. Nous ne pouvons pas y entrer en gardant la vitesse maximum. J'irai peut-être plus vite avec mon appareil. Je resterai en plongée. Oui, ce serait mieux. Très bien. Je vais vous quitter ici. Sentinelle à base Radio New York. Nous approchons. Je prends place dans l'engin numéro 4. Bien compris, Gordon. À quelle heure seras-tu ici? Je compte y être dans 20 minutes. Si je trouve l'entrée de cette rivière. Il le faut, Gordon. Dans 20 minutes, ils n'auront plus d'air. Jerry Anderson restera pour la postérité l'empereur de la marionnette. Personne n'a jamais réussi comme lui dans ce genre très particulier. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal, parce qu'en fait, pour Jerry, les marionnettes, ça n'avait rien d'un choix enthousiaste et délibéré. En gros, c'était une question de survie économique. Jerry, au début de sa carrière, dans les années 50, attendait désespérément, mais sans succès, qu'un client arrive. Nous devons réagir immédiatement. J'étais jeune et ambitieux. Je me suis associé avec quelques amis. Nous avons pris un bureau, acheté un classeur, un téléphone et une machine à écrire. Et on a attendu que les gens nous appellent pour nous commander des films. Mais bien sûr, rien n'arrivait. Au bout de 6 mois, nous étions en faillite virtuelle.
Quand une femme appelée Roberta Lee, qui écrivait des histoires pour enfants, est venue nous voir pour nous demander « Voudriez-vous faire 52 épisodes de 15 minutes pour moi ?» Ça semble parfait. Et là, elle nous a dit que c'était une série avec des marionnettes. De toute ma vie, je n'en avais jamais vu. Et évidemment, je n'avais pas l'intention de travailler avec des marionnettes. Mais on ne pouvait pas refuser une offre pareille. Et on a signé. Et Jerry se lance donc. Au début, c'est un peu artisanal. Mais petit à petit, il se prend au jeu et se met à améliorer sérieusement ses productions. Le vrai tournant, c'est en 1961, quand il a l'idée de créer une série de marionnettes, toujours, mais version science-fiction. Et ça, c'est une trouvaille, parce que le moment où on atteint le top du ridicule avec les marionnettes, c'est quand on les fait marcher, parce que forcément, elles sautillent, et ça, c'est assez risible. Alors que le contexte science-fiction, ça permet d'avoir un tas de machines marines spatiales, le genre d'engin dans lequel on ne marche pas, puisque tout est super équipé. L'avantage des marionnettes, c'est qu'elles permettent de tout faire en miniature, et en particulier les décors. Et des mécanismes aussi tortueux réalisés en grandeur réelle, ça aurait été la faillite assurée. Et puis, tant qu'à rester dans les marionnettes, l'équipe Anderson a aussi particulièrement peaufiné le caractère des personnages, leur psychologie. L'idée, c'est de les humaniser au maximum. On les voit même de temps en temps transpirer à grosses gouttes, pleurer à chaudes larmes, de vrais personnages. C'est particulièrement vrai pour les héros des Thunderbirds, qui ne se contentent pas de pourfendre le vilain. Les 5 fils Tracy, dont les prénoms sont empruntés aux plus grands astronautes américains, ont de vrais rapports de famille. Ils supportent sans murmure l'autorité paternelle, mais chacun a un caractère ou un talent bien à lui. Quant à Lady Penelope, malgré la douceur de son visage et la tendresse de ses grands yeux bleus immenses comme l'océan, elle se traîne elle aussi un sacré caractère de cochon. Vous avez dû avoir plus d'aventures à vous seul que nous n'en avons eu, nous tous réunis, Pénélope. Eh bien, grand-mère, vous avez entendu? Bien sûr, j'ai entendu. Je ne suis pas sûre. Je sais, grand-mère, mais Virgile a l'air d'insinuer que j'en fais un peu trop. Ou alors il est contre l'émancipation de la femme, ce qui serait pire. Tout ce que vous avez fait a toujours été très bien fait. Personne n'en doute, Pénélope. Sans doute, mais je ne me sentirai réellement membre du groupe que lorsque j'aurai pris part à une opération de sauvetage. Oh, rien ne presse. Nous verrons ça. Dites-moi, je me demande où sont les boissons fraîches. Comme quoi, même dans le paradis des Tracy, les tensions existent. En 10 ans de labeur intense, Jerry est passé de ça à ça, grâce à ses idées bien sûr et aux progrès techniques. J'ai inventé le mouvement automatique des bouches. C'était l'une de mes idées. On commençait par enregistrer le dialogue, puis on le diffusait sur le plateau, pour que les marionnettistes puissent synchroniser leurs mouvements en fonction des voix. Et puis au même moment, de nouvelles technologies d'enregistrement sont apparues, qui permettaient de traduire les dialogues en impulsions électriques. Ces impulsions étaient envoyées jusqu'au fil des marionnettes et descendaient jusqu'à la bouche. C'est comme ça que les mouvements et les dialogues étaient synchronisés automatiquement, et bien sûr, ça évitait le mouvement saccadé qu'ont souvent les têtes de marionnettes. L'autre progrès, c'est la miniaturisation. Dans les premières séries, les marionnettes ont une tête énorme par rapport à leur corps, parce que le mécanisme prend une place incroyable. Et ça aussi, ça s'est puissamment amélioré. Là, on dirait un vrai monsieur, et Jerry ne s'est pas arrêté là, le bougre. Comme c'était quelqu'un qui savait bien s'entourer, il a embauché de vrais virtuoses pour les effets spéciaux. Comme celle-ci, c'est de l'art. Sur Stingray, l'équipe des effets spéciaux s'est bien déchaînée aussi. Tout se passe sous l'eau, il fallait donc trouver une solution pour filmer sans caméra, hors de prix. Finalement, tout a été tourné dans un aquarium spécial avec parois très hautes et très étroites. Et ça, en 1964, il fallait y penser. Toutes ces marionnettes dernier cri, ces effets, au bout d'un certain temps, ce n'était plus du guignol classique. Du coup, Jerry Anderson, qui n'assumait toujours pas sa condition de marionnettiste, a fait une trouvaille géniale. Il a inventé un nouveau mot, la Super Marination. J'ai réalisé à un certain moment que nous faisions quelque chose de complètement différent de tout ce qui existait. Personne ne produisait ce genre de film de marionnettes combinées à des effets spéciaux comme nous le faisions. Oui, je n'ai jamais douté un seul instant de votre réussite. Donc il fallait trouver un nouveau nom pour ce que nous faisions. J'ai pris le mot « super » parce que je trouvais que ce que nous faisions était super.
Et marionnettes, bien sûr. Et enfin animation. Et la combinaison des trois donnait Super Marionation. Et voilà comment ce mot est devenu la marque de fabrique d'un type qui il y a bientôt 40 ans faisait un eczéma rien qu'en voyant une marionnette. Je reconnaîtrais ce bruit n'importe où. Ils amènent des chars d'assaut. Des chars? Comment ont-ils pu passer sans être repérés par notre surveillance aérienne? Entendu, capitaine. Je vous envoie l'escadrille des Anges. À vous, lieutenant. Bien, mon colonel. Escadrille des Anges. La base Vanden est actuellement attaquée par une formation non identifiée de chars d'assaut. Nombre et modèle inconnu. Le capitaine Ocre vous donnera leur position exacte. Attaquez-les, détruisez-les. Entendu, lieutenant. À vous de jouer, bonne chance. Merci, capitaine. Ça y est, les voilà. Vous avez remarqué, le passe-temps favori des personnages de Jerry Anderson, c'est la réunion, le colloque, la conférence, le travail en équipe, quoi. Et pour Jerry aussi, dans la vie, l'équipe, c'était essentiel. Il a toujours travaillé avec les mêmes gens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a su bien s'entourer, en convainquant les meilleurs de le rejoindre dans ses projets. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète encore, messieurs, cette affaire est une mine d'or. C'est justement au début, quand les finances étaient basses, que Jerry a recruté pour la musique Barry Gray, pour les effets spéciaux Derek Meddings, un des hommes de 2001, et Bob Bell qui lui a commencé comme assistant sur les décors. J'ai entendu parler d'un certain Jerry Anderson qui faisait des films de marionnettes dans un petit studio. Et je me suis dit que ça devait pas être évident de travailler à l'échelle miniature. Ça m'inquiétait un peu, mais j'y suis allé en tant qu'assistant du directeur artistique. Je me demandais ce que serait mon travail. En fait, c'était d'installer les décors. Si les marionnettes se promenaient sur un chemin, dans un jardin ou dans les bois, il y avait des tas d'éléments miniatures, des arbres. Et je devais les agencer entre eux, faire une composition qui rende un bon effet visuel. C'était mon travail pendant un bon bout de temps. Hé, Stan, regarde. Comme j'avais bien travaillé, à la fin de Supercar, j'ai été nommé directeur artistique. Un vieux rêve qui se réalise. Et ensuite, j'ai dirigé l'ensemble de la partie artistique à partir des Thunderbirds. Quant aux marionnettes, leurs visages, leurs costumes, elles sont l'œuvre de Sylvia Anderson, la femme de Jerry. C'est d'ailleurs elle dont le visage a inspiré celui de Lady Penelope dans les Thunderbirds. Et toute l'équipe, jusqu'au plus humble des accessoiristes, s'est tuée au boulot pour que tout, y compris le moindre détail, soit toujours fignolé, innovant dans les séries en marionnettes, puis dans celles en acteurs réels. Car il a gardé tout le monde, Jerry. J'ai toujours été fidèle à mon équipe. J'ai gardé presque toutes les personnes qui travaillaient avec moi sur les séries de marionnettes et je les ai fait travailler sur mes séries en acteurs réels. L'un des bénéficiaires de cette fidélité, c'est Ed Bishop, embauché pour faire la voix de Captain Blue. Dans Captain Scarlet, il est devenu la vedette de UFO. Là, il a appris le bougre. J'ai appris à bosser dur. Chaque jour, on tournait 5 minutes utiles. Il fallait être là, tôt et à l'heure, et savoir son texte.
Tout ça se passait à Pinewood Studios, un genre de Hollywood grand-breton où chaque matin l'équipe se retrouvait ici dans le hall des studios avant de partir vers son turbin intergalactique. Ed Bishop, vraiment motivé, a accepté pendant les 15 mois de tournage un look classieux. C'est quelquefois difficile. On a commencé par cette coupe assez spéciale. Puis on m'a teint en blond. Je devais aller à Londres, me mettre dans un casque énorme et m'asseoir, entouré de toutes ces femmes. Il fallait y retourner tous les 10 jours à cause des racines. Mais c'était impossible. Alors j'ai demandé une perruque. Et ils m'en ont donné une, et même plusieurs. J'en ai une là. Vous voulez la voir? Alerte rouge! Alerte rouge! Objet volant non identifié! Je la sors seulement pour le réveillon. Eh oui, c'était ça au fond, l'équipe Anderson, une bande de joyeux drills, certes bosseurs et perfectionnistes, mais qui savaient aussi faire la fête. Et ils l'adoraient tous, leur Jerry, un peu comme une tribu, soudée autour du grand sage qui sait tout. Fermez la porte. L'équipe Anderson s'est particulièrement révélée au moment du tournage de UFO Alerte dans l'espace. C'était la première série en acteurs réels. Mais c'était également toute une époque de délire. Dans cet épisode, les scénaristes se sont complètement lâchés et ont créé une ambiance digne des meilleures séries britanniques du moment, comme Chapeau melon et bottes de cuir ou Le Prisonnier. Regardez bien les plateaux, vous êtes à Pinewood Studios. Une réponse claire. Il faut que vous m'apportiez du concret. Ils ne vont pas m'écouter leur débiter des bêtises. Que voulez-vous que je fasse? Je l'ai manié. Il me faut plus de temps. Si on avait pu réussir à l'attraper vivant encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai tué. Vous quoi? C'est avec ça. Il menaçait le colonel Lake. Mais il était vide. Oh non, ne cherchez pas d'excuses aussi futiles, Straker. Si vous sentez que la situation vous échappe, allez-vous-en. Vous en faites une affaire personnelle. Oh, j'en fais ce que j'en veux. Alors écoutez, général grand maître Henderson. Chaque homme et chaque femme du Shadow est sous ma responsabilité. Mais oui, mon pauvre cœur enseigne. Ils ont subi un entraînement très dur, ils sont dévoués, ne se plaignent jamais. Oh, arrêtez, mon vieux, j'ai pas le temps de m'apitoyer. Mon Dieu. C'est maintenant que je réalise qui vous êtes réellement. Vous vous en fichez, hein? Dites-le que vous vous en fichez. Qu'est-ce que vous allez encore chercher, hein? Toujours ce vieux Straker et ses moutons en détresse. Ah, ne me poussez pas, Henderson. Tous des moutons. Il faut bien s'en occuper, non? Non, vous. Il vous aurait fallu du cœur au ventre. Ne soyez pas aveugle, Straker. Vous êtes abominable et tous vos moutons sans cervelle sont des bons à rien. Bé! 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 Coupez! Coupez. Cette fois, ça allait. On la verra ce soir. Et pour vous, ça allait? Oh oui, excellent. Le son aussi était bon? Il y a juste un point, peut-être. C'est lorsque Harold veut dire, attendez, vous en faites une affaire personnelle, et que je réponds, je dis, vous savez, ah oui, ça y est, j'en fais ce que j'en veux. Bien, je peux peut-être essayer de le dire avec plus de chaleur. Mais d'accord, on le fait. Attention, on prend la scène. Gray, reste là, mon vieux. Faites attention à l'éclairage. Janine, relevez le ton de maquillage, Sylvie. On descend la rue, allez là. Attention. Marque la scène. 147, première. Attention, moteur. Vous en faites une affaire personnelle? J'en fais ce que je veux. Arrêtez, coupez, les gars. Ah, je voudrais bien avoir un peu de silence lorsqu'on enregistre. Écoutez, je veux le silence le plus complet, Monsieur Burns, on enregistre. Très bien, on prend des vues. Allez-y, moteur. Marque la scène. 147, deuxième. Salut, Howard. Ça marche dans le studio? Vous en faites une affaire personnelle? J'en fais ce que je veux. Mais oui, mon pauvre cœur enseigne. Ils ont eu un entraînement très dur, ils sont dévoués, ils ne se plaignent jamais. Oh, arrêtez, mon vieux, je n'ai pas le temps de m'apitoyer. Mon Dieu, c'est maintenant que je réalise qui vous êtes. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Frein! Ben, j'y peux rien, chef. Ce gars-là est cinglé. Howard. Si vous cherchez une explication, je n'en ai aucune. Howard, allons, calmez-vous, asseyez-vous. Il faut du temps pour ça. Si j'avais pu réussir à l'attraper sans le tuer. Howard, écoutez. Je l'ai tué, James. Howard. C'est avec ça qu'il menaçait le colonel Lake. Seulement, il est vide. Ne cherchez pas d'excuses aussi futiles, Straker. Si vous sentez que la situation vous échappe, allez-vous-en. Vous en faites une affaire personnelle.
J'en fais ce que je veux. Alors écoutez, général grand maître Henderson, chaque homme et chaque femme du Shadow est sous ma responsabilité. Mais oui, mon pauvre cœur enseigne. Ils ont eu un entraînement très dur, ils sont dévoués. Et ils ne se plaignent jamais. Arrêtez, mon vieux, j'ai pas le temps à perdre à m'apitoyer. Mon Dieu, c'est maintenant que je vois qui vous êtes réellement. Vous vous en fichez, hein? Dites-le que vous vous en fichez. Qu'est-ce que vous allez encore chercher? Toujours ce vieux Straker et ses moutons en détresse. Ne me poussez pas, Henderson. Tous des moutons. Écoutez, il fallait bien que quelqu'un... Oui, mais pas vous. Il vous aurait fallu du cœur au ventre. Ne soyez pas aveugle, Straker. Vous êtes un minable et vos moutons sans cervelle, tous des bons à rien. Bé! 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 Attendez. Paul. Il vient de reprendre le contrôle de ses nerfs. J'ai cru qu'il voulait me tuer. Comment vous sentez-vous? Fatigué. Est-ce que je suis la cause de tout ça? Bien, rien de très sérieux, général. Le lien, c'était cette roche. Conroy a dû la trouver près du point de chute de l'extraterrestre. Cette pierre avait une sorte de pouvoir hallucinatoire. Elle brouillait les pensées de ceux qui la touchaient. Une pierre de chez eux? Oui, elle devait être dans le vaisseau inconnu. Elle est sans doute tombée près de l'endroit où il s'est écrasé à côté de la base blanche. C'était habile comme piège. Oui. Et je me suis fait prendre. À première vue, c'est l'anglais typique comme on l'imagine en France. Grand, bien élevé, un peu distant dans son super costard, genre pince sans rire. Et à seconde vue, il est exactement pareil, aussi zen qu'un moine bouddhiste, ce qui est spécialement rare chez un producteur. Pour Ed Bishop, c'est un grand souvenir. Il met les acteurs à l'aise. Avec beaucoup de producteurs, le simple fait qu'il arrive sur un plateau vous donne des palpitations. Mais Jerry est très apaisant. Il est grand, il est calme, il a le sens du commandement, de l'autorité. On peut lui faire confiance. C'est peut-être un genre de figure paternelle. Tous les acteurs le respectaient. D'ailleurs, sur la planète Anderson, tous les chefs ont exactement ce genre de caractère, pas franchement rigolo, mais toujours ultra calme. Oui. Des meneurs d'hommes. Mais alors Jerry Anderson ne se serait-il pas un peu projeté sur ces personnages de chefs? Oui. Jerry était un vrai manager, du genre à rester impassible même quand tout le monde paniquait. Et ça lui a bien servi, surtout lorsqu'il a commencé à tourner avec de vrais comédiens. Sous certains aspects, il était plus facile de travailler avec des acteurs réels. Mais d'autres problèmes se posaient. Par exemple, un acteur pouvait s'entre-cage, prendre le téléphone et répondre. Et parfois, il arrêtait tout et disait « Mais pourquoi ce téléphone est rouge? Quelle est ma motivation? Est-ce que je parlerais autrement si c'était un téléphone blanc ?» Et là, n'importe qui aurait pu piquer une crise de nerfs. Pas Jerry. Et puis, il y avait les acteurs qui avaient des petits rôles, qui arrivaient dans mon bureau en larmes en me disant « Dans l'épisode précédent, j'avais 3 lignes. Là, j'en ai plus que 2. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait de mon mieux pourtant. » En fait, on quittait un type de problème pour retomber dans un autre. Mais calme, ça ne veut pas dire mou. Jerry faisait marcher son monde à la baguette. Il aimait les choses bien faites, la rigueur. Il valait que tout fonctionne. En fait, il n'avait pas le choix. Pour produire une telle quantité de séries en aussi peu de temps, il fallait être un sacré organisateur. Action. Le tournage des Thunderbirds en particulier a été assez rock'n'roll. There were
Sur cette série, on tournait parfois 2 épisodes à la fois. Donc il fallait plus d'un directeur artistique. J'en ai eu jusqu'à 3 travaillant avec moi. Et je devais superviser tout le monde. C'était épuisant, mais passionnant. Dans un même esprit de gain de temps et d'argent, Jerry l'industrieux avait imaginé des décors modulables, un genre de Lego géant qui s'agençait en fonction des besoins de l'épisode. On l'aura compris, Jerry est un fou de boulot, le genre qui ne s'arrête jamais. Un peu comme ces personnages qui, à longueur d'épisode, travaillent comme des malades. Finalement, on ne les voit jamais buller, leur vie se passe entre les bureaux, les ordinateurs et les salles de pilotage. Et ça se passe toujours au sein de structures assez fortement hiérarchisées. Le choix, c'est église ou armée, libéral quoi. En fait, bosser avec Jerry Anderson ne devait pas être de tout repos. Mais s'il n'avait pas été aussi rigoureux, il n'aurait sans doute pas connu un tel succès, en particulier avec les Thunderbirds. Le succès peut avoir plusieurs degrés. Dans le cas des Thunderbirds, c'était un succès époustouflant et instantané. On a organisé une conférence de presse et invité les représentants de tous les journaux. Le lendemain matin, tous les journaux nationaux consacraient 2 pages à la série. Le public nous adorait. C'était un vrai succès. C'était merveilleux pour l'équipe et pour moi. On avait eu des moments difficiles. Là, on avait de l'argent, on était fiers. On a gagné un prix récompensant les meilleurs programmes télé. On a dîné à Motion House. On a été invité à Buckingham Palace pour prendre le thé avec la reine. C'était vraiment merveilleux. Et Jerry, calme dans les épreuves, garda la tête froide face à la gloire. Une gloire qu'il a d'ailleurs partagée avec Sylvia, sa femme, qui a joué un rôle majeur. Elle a été productrice associée, mais surtout l'inspiratrice de toutes ses compositions visuelles. C'est à elle que l'on doit cette ambiance un peu space, présente dans toutes les productions Anderson. Mais, au bout de 15 ans de travail main dans la main, les choses se gâtent. Nous avons un ennui sérieux. Tellement que les Anderson finissent par divorcer. C'est donc seul que Jerry produit ses dernières séries. Mais là encore, il parvient à innover totalement. Jerry, on ne sait pas comment vous le dire, mais pour nous, c'est vous, le plus grand. Les chefs, les leaders charismatiques représentent donc un peu la personnalité de Jerry Anderson. Et on en trouve dans toutes ses séries. Le chef, dans Cosmos 1999, c'est Martin Landau. Commandant. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? État d'alerte. Dans cet épisode, le testament d'Arcadie, il démontre qu'il possède toutes les qualités qui font les grands chefs. Il sait écouter, s'informer, puis prendre la bonne décision et la faire accepter à son équipe. C'est tout Jerry, ça. Qu'est-ce qui se passe? Sandra, quelle est votre position? 13 005 degrés en relatif. Aucun doute ne subsiste, notre trajectoire s'est infléchie. C'est très étrange. Nous ne sommes pourtant pas dans le champ d'attraction de cette planète. Il s'agit d'un phénomène qui n'a rien à voir avec la gravitation, ni le magnétisme d'ailleurs. Il faut trouver ce que c'est. Activez les vaisseaux chercheurs. Je n'arrive pas à fixer l'image. Il y a une déperdition d'énergie. Je crois qu'il se passe quelque chose au générateur, commandant. J'ai déjà 5% de perte d'énergie et le niveau baisse encore. À présent, la déperdition atteint 7%. Nous sommes entrés en décélération. Vérifiez vos écrans. Toujours brouillé. La déperdition est à présent de 8%. Un fait incroyable venait de se produire. Notre Lune était immobilisée dans l'espace. Nous avons terminé la vérification du générateur, commandant. Nous n'avons découvert aucune défaillance. Mais quoi? L'énergie continue à baisser. Voyons, vous dites qu'il n'y a rien au générateur. L'ordinateur prétend qu'il s'agit d'une force extérieure. C'est le genre d'explication qu'un enfant de 12 ans aurait pu donner. Il ne peut inventer les détails qui lui manquent, commandant. Un ordinateur n'est pas une boule de cristal.
Je vous remercie, Canon. Paul, où en est la situation? Alpha se ressent de la chute subite d'énergie, commandant. C'est un peu comme si la paralysie nous envahissait. Jusqu'à présent, ce sont les transmissions qui sont les plus touchées. Mais les choses empirent. Sandra, combien de temps peut-on tenir encore? Du train où nous allons environ 38 heures, en économisant au maximum une dizaine d'heures de plus. 48 heures. Combien de temps faut-il pour atteindre cette planète? 30 heures, aller-retour. 30 heures. Nous allons y descendre une équipe. Victor au relevé scientifique et Elena pour étudier l'environnement. 2 gardes de sécurité. Cano, serait-il possible de sélectionner par ordinateur 2 membres du personnel particulièrement doués afin de compléter l'équipe? Il faudra tenir compte que la défaillance du système de communication à longue distance vous interdit tout espoir de rester relié au maître ordinateur d'Alpha. Alan, vous embarquerez tout le matériel nécessaire pour 8. Décollage immédiat. D'accord. Paul, les économies d'énergie commencent immédiatement. J'ai l'impression qu'il se passe des événements étranges par ici. Non, je n'aime pas ça du tout. Et je ressens l'étrange impression que quelqu'un m'observe. Les marionnettes toutes pleines de fils, c'est rigolo. Mais pour Jerry Anderson, comme pour tout le monde, c'était surtout un divertissement ciblé enfants de moins de 6 ans. Et c'est pour ce public que Jerry réalise ses premières œuvres en y intégrant habilement des personnages enfantins pour renforcer l'identification du jeune téléspectateur. Mais Jerry, homme ambitieux, se lasse rapidement de ses guignolades et cherche à élargir sa cible. Le tournant, c'est Stingray en 1964. Bien sûr, c'est en couleur, mais ce n'est pas là le vrai changement. Dans le sous-marin, il n'y a plus que des personnages adultes. Le suspense s'intensifie et les décors deviennent de plus en plus sombres. Côté ambiance, l'esprit Boy Scout des débuts fait place à de lourds sous-entendus. Voici Marina, la dernière recrue de marque de nos services de reconnaissance aquatique. Marina, eh bien, vous êtes la bienvenue parmi nous. Oui, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, au moins nous connaissons nos adversaires. Ah, ça oui, je crois que moi aussi je connais mon adversaire. À partir de ce moment-là, les séries de Jerry Anderson sont devenues des produits grand public, capables de parler à tout le monde, même aux adeptes du Marcel à trop. J'ai toujours écrit à 2 niveaux. Le premier, c'était l'histoire, pour les enfants. L'autre, c'était l'humour pour les adultes. Tu crois que ça peut marcher? Le principe est parfaitement valable. J'ai remarqué que ce sont en général les enfants qui maîtrisent la télécommande. Les parents s'assoient à côté d'eux et supportent en silence. J'ai voulu adoucir un peu leur sort en les intégrant. Et puis, au fur et à mesure, les adultes se sont de plus en plus intéressés à mes programmes, jusqu'à ce que plus tard, certaines séries soient regardées uniquement par les adultes. Mais Jerry, même avec un public d'adultes, restait ultra précautionneux. Et c'est tout en finesse qu'il dosait les ingrédients de ses séries. Par exemple, il limitait toujours au maximum la violence. Bon, c'est vrai, les implosions succèdent aux explosions à longueur de scénario. Mais la mort subséquente des personnages n'est jamais montrée avec sortie de tripes et œil pendouillant. Non, le décès est pudiquement suggéré. Autre principe fondamental de l'univers andersonien, quand on se déplace comme les Thunderbirds, c'est exclusivement pour sauver des vies humaines. Sinon, on reste peinard à la maison. Pas question de sortir la fusée du garage pour de basses raisons économiques. Appelez la sécurité internationale. Écoutez, depuis des années, l'homme est parvenu à maîtriser les plus difficiles techniques industrielles. Il est capable de dominer la matière. Lorsqu'un bâtiment s'écroule, il peut aussitôt en reconstruire un autre. Une vie humaine, c'est autre chose. Et c'est pour cela que la sécurité internationale ne s'intéresse pas aux détails matériels. Sa mission est de sauver des vies humaines. Ces mères Teresa de la marionnette se distinguent de plus par une moralité irréprochable au plus. Échange-t-on quelques regards, mais la chasteté la plus absolue règne toujours. Le summum de l'érotisme sera atteint dans UFO, où les personnages s'autorisent de temps à autre quelques privautés bien innocentes. Et voici la scène la plus torride de l'ensemble des productions Anderson. Mais ce moment
égarement ne dure pas et dans Cosmos, on redevient ultra sérieux. Et même les deux héros, quoique mariés à la ville, n'entretiennent ici que des rapports strictement professionnels. Quand vous faites une série avec un homme et une femme, il y a deux façons de traiter les rapports. Soit ils ont une aventure, soit ils se trouvent dans des situations telles que la tentation n'existe pas. Il faut aussi penser à l'époque à laquelle la série a été tournée. À ce moment-là, on considérait qu'un commandant de base lunaire ne pensait qu'à son travail. Oui, du coup, tout le monde fait son boulot à fond, et en particulier les femmes, très présentes dans les productions Anderson dès le début et avec de vrais rôles. Dans UFO, par exemple, le sous-marin est dirigé de main de maître par le colonel Virginia Lake. Colonel, mais... J'ai entendu votre information, capitaine. Continuez à descendre. 630. À sa manière, Jerry Anderson cherchait à faire avancer la cause des femmes, même si ça ne faisait pas rire tout le monde. Capitaine, on ne peut pas aller plus vite. L'autre dada des Anderson, c'était l'écologie. Dans Cosmos 1999, les habitants de la base lunaire se repassent en boucle des images d'arbres et de soleil qu'ils ne reverront plus jamais puisqu'une énorme explosion a définitivement séparé la Lune de la Terre. À l'époque du tournage, il y avait une forte préoccupation à propos des déchets nucléaires. J'ai eu l'idée que si on les stockait sur la Lune, ils deviendraient totalement inoffensifs. Mais si on suit cette idée, alors il devient logique qu'à force de les stocker, ils soient assez nombreux pour provoquer une énorme explosion. J'ai travaillé sur l'idée qu'une explosion assez forte pourrait accélérer le mouvement de la Lune et lui faire quitter son orbite. Et je dois dire que c'est une théorie plutôt intéressante. Après toutes ces années, personne ne m'a jamais dit « c'était stupide, ça n'aurait jamais pu arriver ». En fait, Jerry Anderson, en quelques années, est passé du statut d'amuseur d'enfant en bas âge à celui de visionnaire capable de penser notre futur. C'est vous dire un peu. C'est formidable. Non, ce n'est pas la peine de s'extasier pendant des heures. Nous avons du travail à faire. C'est vrai, parlons de l'avenir. C'est à l'époque de la sortie des Thunderbirds en 1965 que les Anderson ont rencontré le vrai grand succès. La presse et la télévision se les arrachaient. Le plus fou, c'est que ce succès ne s'est jamais démenti depuis. Les productions Anderson sont devenues des références. La preuve, lorsque Dire Straits, en 1992, sort son tube Calling Elvis. Il rachète à prix d'or les droits vidéo des Thunderbirds et voilà les marionnettes propulsées au rang de rockstar. Bien sûr, pour l'occasion, de nouveaux personnages ont été créés, comme ce Mark Knopfler miniature. Mais l'esprit de la série est resté très présent, version surréaliste. Et puis on ne compte plus les vidéos, les livres, les CD, les compiles et les rétrospectives consacrés aux Thunderbirds, indéfiniment réédités. En marketing, on appelle ça un bon gros filon. Jerry aurait donc pu se la couler douce et profiter béatement de ses succès passés assis sur ses glorieux souvenirs. Mais il a compris qu'il devait absolument, pour durer, continuer à innover sans relâche. Faut qu'il le fasse, sinon il est perdu. Le génie de Jerry l'a amené à créer sans arrêt depuis plus de 40 ans. Sa dernière création, Space Precinct, est à la fois nouvelle dans sa conception et par son univers. C'était une série très chère. Pour faire 24 épisodes, il a fallu 36 millions de dollars. C'était très compliqué, il fallait faire des extraterrestres. Beaucoup d'acteurs devaient porter des masques avec des yeux téléguidés. C'était extrêmement difficile pour eux. Nous avions Ted Shackelford, qui est bien sûr devenu célèbre avec Côte Ouest. Et dans l'ensemble, c'est une expérience très intéressante. À ce jour, les discussions sont toujours en cours et devraient, je l'espère, déboucher sur la production de 41 nouveaux épisodes, ce qui ferait 65 épisodes au total. Et nous souhaitons tous les bonheurs à Jerry avec cette nouvelle série qui est restée pour l'instant inédite en France, mais qui devrait bien un jour ou l'autre arriver sur nos écrans.
watch This Space. En attendant, les acteurs fétiches de Jerry Anderson ont eux aussi fait leur bonhomme de chemin. Ed Wood, le film réalisé en 1994 par Tim Burton, a permis à Martin Landau d'entamer une seconde carrière. Il a tellement époustouflé tout le monde qu'on lui a carrément décerné l'Oscar du meilleur second rôle. Et dans le genre, j'ai travaillé avec les Anderson, mais je n'ai presque pas de séquelles. Ed Bishop, lui, nous a confié ses projets d'avenir. Il y a 15 jours, j'ai été contacté par une maison de production australienne qui négocie pour acheter les droits du faux et tourner un nouveau pilote. C'est toujours en négociation. Alors, qui sait? Croisons les doigts, une chose est certaine, maintenant, chez les petits hommes verts, il y a un avant et un après Jerry Anderson. Space Precinct, la dernière production de Jerry Anderson, n'est donc pour l'instant visible sur aucune chaîne française. GTV proudly presents the Mentorn Films production of Jerry Anderson's Space Precinct. Mais Jerry nous a confié la bande-annonce de sa dernière œuvre et nous vous proposons de la découvrir en intégralité et en exclusivité. Accrochez-vous, ça décoiffe. Ted Shackelford of Dallas and Knots Landing fame is Lieutenant Patrick Brogan. Rob Youngblood is Officer Jack Haldane. After 20 years with the New York Police Department, Brogan decided he needed a change. And he certainly got one. A pleasure to meet you, Officer Brogan. The feeling is mutual, Mr. Lester. Slick whole life just passed before his eyes. And I hate it when they do that. With his family and his partner Haldane, Brogan is transferred to the other side of the galaxy. This is the police. Descend to ground level once. Descend to ground level. Their beat is Demeter City on the planet Altor. It has all the problems of New York, only worse. Remind me to give Victor a ticket. Working with them is Officer Jane Castle. She's English, a good cop, and if there's one thing she knows about, it's alien behavior. 2 hits, 3 misses? Ever consider optical enhancement, Castle? Consider keeping your opinions to yourself, Haldane. Orbiting high above this crime-ridden city is the Precinct Station House, nerve center of Demeter's police department. Oh, yes. Uh-oh. My nerves indicate Xiron fever. From here, a unique police force with unique skills fights crime as you've never seen it before. Show off. I needed that courier alive, remember? I didn't intend to kill him, Captain. I meant to disable him. You hit a vital organ. How was I supposed to know his brain was in his armpit? Let's go, let's go! There's nothing normal here. Well, at least Zill's normal. Blow the bolts. I'm coming in. Space Precinct combines the best international science fiction writing with state-of-the-art animatronics and special effects. Breathtaking model work and world-class production values make Space Precinct the television series of the decade. On slow-mo. It's level 12 and it's home free. Excuse me. Will you both, shut up? Mom! Matt stole the remote! Matt, Liz, I am on the screen. Switch to Space Precinct. Unique, high-energy, fun entertainment for the whole family. Nothing like a father-son adventure. Doing what men have done since the dawn of time. Getting away from women, heading off on their own. Follow my lead. Hi. Hey. Why don't you, take off your clothes and join me?
Space Precinct, explosive primetime entertainment that's out of this world. Watch this space. Et voilà, vous venez de voir quelques aspects du monde de Gerry Anderson, mais on ne peut quand même pas se quitter comme ça. On ne vous lâche pas, soyez tranquille. On ne pouvait pas vous parler du grand homme sans vous faire profiter d'un des meilleurs moments de sa carrière. On a choisi de diffuser en intégralité l'épisode de Cosmos 1999 dont vous n'osiez même pas rêver, le pilote, là où tout a commencé. Alors attachez vos ceintures, ça va déménager. Côté sombre de la Lune, 9 septembre 1999.